Chère Carole Martinez, cher Jérôme Ferrari, chère Delphine, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers amis. C'est une nouvelle rentrée littéraire pour Sciences Po. Nous avons, nous aussi, notre rentrée littéraire et je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir. Pour moi, c'est, je crois, la deuxième fois que je participe à cet accueil d'un écrivain parmi nous. Et je suis très heureux de m'inscrire dans ce rituel dont je vais dire peut-être quelques mots de l'importance qu'il revêt pour notre institution et pour moi en particulier. Car la littérature occupe une place très particulière à Sciences Po. Et si la Maison des Arts et de la Création en est la plus éclatante traduction, chère Delphine, et notamment à travers cette chaire d'écriture, c'est en vérité le rapport à la littérature en général qui irrigue notre institution. Pour reprendre la belle distinction de Pascal, je dirais qu'à Sciences Po, on cherche tout autant à cultiver l'esprit de géométrie, c'est-à-dire l'intelligence, la puissance de la réflexion et du savoir, et l'esprit de finesse dont vous aurez compris que j'y rattache la littérature, c'est-à-dire la sensibilité, le sens de la nuance et de la subtilité, la capacité également à suspendre ces jugements trop rapides, à faire preuve d'humilité face au réel et aux pièges et aux faux semblants dont il peut être plein. Et puis, la fréquentation de la littérature, c'est aussi une merveilleuse école de la créativité. Et vous le savez, nous estimons à Sciences Po qu'à l'heure de l'IA, à l'heure où l'IA pourrait niveler la variété des cultures et restreindre la gamme de l'expérience humaine, nous avons besoin d'aller chercher dans la littérature cette diversité et cette variété qui est au cœur de l'aventure humaine. Car nous courons sinon le risque que le particulier s'efface devant la masse, et nous avons plus que jamais, je crois, besoin d'entraîner notre sens de l'imagination et notre exigence intellectuelle. C'est le sens de la doctrine que nous avons adoptée à Sciences Po sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, si je résume, en deux pôles, former nos étudiants évidemment aux usages professionnels de l'IA, ça c'est la partie presque automatique et facile, mais aussi comprendre ce que sont les capacités cognitives que nous devons développer chez les étudiants à l'heure de l'IA. Et en deux mots, nous estimons qu'il y a un axe lié à l'ambition intellectuelle, dans lequel je rattacherai la créativité, et puis un autre qui est au cœur du projet de Sciences Po également, qui est lié au caractère interdisciplinaire de ce que nous faisons, et donc à l'agilité que nous cultivons chez nos étudiants, leur capacité à naviguer entre des sujets, à prendre de la distance, à faire preuve d'esprit critique, qui n'est pas nécessairement l'esprit de critique, mais d'esprit critique et parfois d'ailleurs d'esprit critique vis-à-vis de soi-même, de prendre de la distance vis-à-vis des sujets. Et là aussi, l'art peut nous y aider. Nous voulons que nos étudiants ne soient pas captifs de ces usages, mais des utilisateurs actifs. Et pour cela, nous devons renforcer ce savoir-faire historique que je mentionnais, c'est-à-dire cette capacité à regarder les enjeux de manière plurielle, par la science, bien sûr, par les sciences humaines et sociales, mais aussi par les arts, et c'est le rôle que la MAC investit pleinement. Le monde de l'IA, j'en suis persuadé, est un monde beaucoup plus exigeant sur le plan intellectuel, et nos étudiants doivent réfléchir encore plus, lire encore plus, écrire encore plus. Et écrire, ce n'est pas seulement rédiger, c'est aussi formaliser une pensée, canaliser sa créativité ou lui donner des espaces d'expression. Nous avons donc plus que jamais besoin de culture, besoin de littérature, besoin des humanités, parce que l'expérience esthétique produite par la fréquentation des œuvres et des créateurs est unique, en effet, et irremplaçable. Je crois que c'est précisément le sens de la leçon inaugurale que vous vous apprêtez à prononcer, cher Jérôme Ferrari, lors de laquelle vous allez vous poser la question, une question fondamentale, que nous apprend la littérature ? Et avant de vous céder tout de suite la parole, je tenais d'abord à vous remercier du fond du cœur de rejoindre le club fermé et, je dois dire, prestigieux des écrivains accueillis dans la chaire d'écriture de Sciences Po. Je veux, ceux qui me connaissent en tout cas savent que j'aime les chiffres et donc je vais en donner quelques-uns. Vous êtes le 15e auteur à nous rejoindre depuis 2019. Vous êtes le 5e à avoir reçu le prix Goncourt. Et vous êtes le premier Corse. Et chacun connaît
mon attachement à cette île que je fréquente depuis 25 ans avec un immense bonheur depuis un peu moins de 25 ans, depuis un mois de décembre 2005. Et j'ai découvert donc la Corse l'hiver, ce qui est à mon avis la meilleure saison pour découvrir cette île. Vous avez d'ailleurs une autre passion que nous partageons qui est l'Antiquité tardive, puisque j'ai compris que vous faisiez dialoguer les Corses fréquentant un bar corse et Saint-Augustin, et donc nous partageons, je crois aussi, cette petite déviation mentale qui est de s'intéresser à l'Antiquité tardive. Merci en tout cas pour votre confiance, la confiance que vous témoignez à Sciences Po en nous rejoignant, pour la générosité avec laquelle vous avez bien voulu monter un programme passionnant pour la chaire. Vous êtes d'ores et déjà rendu à Menton la semaine dernière et 2 ateliers sont déjà lancés sur des thèmes, je crois, absolument passionnants. J'espère que nos étudiants mesurent la chance qu'ils ont de pouvoir vous fréquenter. Le premier sur la représentation de la violence dans la fiction littéraire et le second sur la fiction comme expérience de l'altérité. Je veux également en profiter pour remercier chaleureusement Carole Martinez, qui aura assuré avec beaucoup de brio et beaucoup de générosité également des ateliers qui ont particulièrement marqué nos étudiants, et toutes celles et tous ceux qui, à Sciences Po, ont pu profiter de votre parole. Les retours sont unanimes, je dois le dire, pour dire que vous leur avez offert, je cite, un havre de paix et de création littéraire. Chère Carole, je vous dirai ce que j'avais dit à votre prédécesseur Sylvain Prudhomme. Revenez nous voir quand vous voudrez, vous êtes à Sciences Po désormais absolument chez vous. Et pour finir, j'aimerais remercier le comité de sélection et ses titulaires, notamment Pierre Assouline, présent ce soir, dont je salue l'amitié fidèle pour ce programme et pour Sciences Po en général. Des remerciements tout particuliers à Karen et Michel Rébier, fidèles soutiens de la chaire d'écriture. Chère Karen, merci pour votre présence également parmi nous ce soir. Merci aussi à la Maison Chanel et au 19M qui soutiennent la MAC et plus largement les partenaires et mécènes de Sciences Po, comme nos amis de la Sciences Po America Foundation. Je vois un petit groupe de New-Yorkais au fond de la salle. Merci enfin aux éditions Actes Sud, l'éditeur historique de Jérôme Ferrari, et merci aux éditions Gallimard, l'éditeur non moins historique de Carole Martinez. Je remercie enfin les équipes de Sciences Po, évidemment, qui œuvrent au quotidien aux activités de la Maison des Arts et de la Création. Elles savent qu'elles peuvent compter sur le soutien bienveillant de leur directeur, car, comme je l'ai dit, leur mission est au cœur de ce que nous souhaitons faire à Sciences Po, ainsi que l'ensemble des autres services, et notamment le service audiovisuel qui nous assiste aujourd'hui. Chère Delphine, je vous laisse la parole pour animer cette soirée, mais je voudrais du fond du cœur à nouveau remercier tous ceux qui font vivre cette chaire, et notamment les écrivains qui y participent avec tant de générosité. Merci à tous. Merci, monsieur le directeur. Donc, avant de passer le relais à Esther Rogan et à nos étudiantes ambassadrices qui animeront l'échange, et surtout à toi, Jérôme, pour ton propos inaugural, nous avons une tradition lors de ce passage de relais, c'est qu'avant d'écouter notre écrivain titulaire, nous écouterons ces mots, ces textes qui seront lus par 2 étudiantes qui les ont préparés. Et donc, pour revenir sur ton œuvre, cher Jérôme, nous n'allons pas citer tous tes ouvrages. Nous pouvons dire que, outre tes traductions du corse en français et des essais, tu as publié de nombreux récits et romans aux éditions Actes Sud. Et donc, qu'il me soit ici permis d'en mentionner quelques-uns. Un dieu, un animal, que tu as publié en 2009, pour lequel tu as reçu le prix Landerneau. Puis en 2010, Où j'ai laissé mon âme, aux éditions Actes Sud encore, couronné du Grand Prix Ponseyton et du prix roman France Télévisions. En 2012, tu es lauréat du prix Goncourt pour ton roman Le Sermon sur la chute de Rome. Et en 2018, tu publies À son image, qui reçoit ensuite le prix littéraire du Monde. Et enfin, ton dernier roman s'intitule Nord Sentinelle, le conte de l'indigène et du voyageur. Et il constitue le premier volume d'une trilogie
dont le deuxième volume est à paraître dans quelques semaines, le 4 mars prochain. Donc nous sommes privilégiés parce que nous aurons un écrivain au moment où paraît donc le deuxième volume d'une trilogie qui a déjà accueilli de nombreux lecteurs. Donc merci à toi aussi de nous offrir ce privilège. Et puis sans plus attendre, je laisse donc le micro à nos étudiantes lectrices et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous propose de lire un extrait du sermon sur la chute de Rome. Nous ne savons pas, en vérité, ce que sont les mondes, ni de quoi dépend leur existence. Quelque part dans l'univers est peut-être inscrite la loi mystérieuse qui préside à leur genèse, à leur croissance et à leur fin. Mais nous savons ceci. Pour qu'un monde nouveau surgisse, il faut d'abord que meure un monde ancien. Et nous savons aussi que l'intervalle qui les sépare peut être infiniment court ou au contraire si long que les hommes doivent apprendre pendant des dizaines d'années à vivre dans la désolation pour découvrir immanquablement qu'ils en sont incapables et qu'au bout du compte, ils n'ont pas vécu. Je vous propose de lire 2 extraits de À son image. L'énigme consistait en l'existence de la trace elle-même. La lumière réfléchie par des corps désormais vieillis ou depuis longtemps tombés en poussière avait été captée et conservée au cours d'un processus dont l'aspect miraculeux ne pouvait être épuisé par de simples explications techniques. Antonia regardait un portrait de sa mère à 10 ans, debout, à l'ombre du laurier, planté devant la maison, à côté d'une minuscule aïeule tirant comme de juste une gueule épouvantable, où elle reconnaissait son parrain, au même âge, parmi d'autres élèves, réunis sous le préau de l'école du village pour une photo de classe, et la maison, le préau, le laurier même, paraissaient n'avoir pas changé. Mais l'aïeule était morte. Sa mère et son parrain n'étaient plus des enfants depuis longtemps, et leur enfance, disparue, avait pourtant déposé sur la pellicule une trace de sa réalité aussi tangible et immédiate que l'empreinte d'un pas dans un sol d'argile. Et il semblait à Antonia que tous les lieux familiers et, depuis ces lieux, l'immensité du monde entier, s'emplissaient de formes silencieuses, comme si tous les instants du passé subsistaient simultanément, non dans l'éternité, mais dans une inconcevable permanence du présent. Pourtant, Antonia savait bien que tous les adultes ont été des enfants. Elle savait que les morts ont un jour vécu et que le passé, si lointain qu'il fût, a d'abord été présent. En quoi la preuve de la vérité de ces lieux communs pouvait-elle se révéler énigmatique ou bouleversante ? Il était vain de chercher une réponse intelligente ou profonde à cette question. Les photographies opposaient l'impénétrabilité de leur surface à toute quête de profondeur. Le regard ne s'appuie sur les images que pour les traverser et saisir, au-delà d'elles, le mystère éternel et sans cesse renouvelé de la passion. Oui, les images sont une porte ouverte sur l'éternité. Mais la photographie ne dit rien de l'éternité. Elle se complaît dans l'éphémère, atteste de l'irréversible et renvoie tout au néant. Pour terminer, je vais vous lire un extrait du Nord Sentinelle, le conte de l'indigène et du voyageur. À la fin des années 1990, après s'être exclusivement consacrés au bronzage sur les plages, ils commencèrent à penser, ou plus probablement, quelqu'un pensa pour eux, qu'il serait bon de diversifier leurs activités, de se rapprocher de la nature et de s'intéresser aux cultures indigènes. Et ils décidèrent de partir en quête de l'authenticité, que nous étions, bien sûr, tout disposés à leur vendre. Ils se mirent donc à arpenter en masse les chemins de randonnée, troquant avantageusement leurs coups de soleil, piqûres d'oursins et hydrocution, pour des ampoules, des morsures de punaises de lit, des entorses et des chutes mortelles au fond de ravins oubliés. Ils exigèrent de manger local, d'écouter de la musique locale. Ils tenaient absolument à ce que leurs vacances aient du sens. Nos avant- et arrière-saisons, jusqu'ici épargnées, virent débarquer des troupes de retraités lubriques, de sportifs de l'extrême et de jeunes actifs
que ne contraignait pas encore le calendrier scolaire. J'ai peine à croire que nous nous en soyons réjouis. Eussions-nous été plus perspicaces, nous les aurions soigneusement cantonnés en masse sur le littoral, du 1er juillet au 30 août exclusivement, dans des campings ou des hôtels 5 étoiles selon leurs revenus, en leur interdisant de s'éloigner de la mer et d'entretenir avec nous d'autres relations que commerciales ou sexuelles. Ce qui, pour peu qu'ils disposent de supermarchés, de restaurants et de boîtes de nuit à proximité, ne leur serait de toute façon jamais venu à l'esprit. Mais nous ne savions pas encore qu'il n'existe rien de tel qu'un tourisme intelligent ou durable, et qu'il ne fallait pas craindre d'en tirer toutes les conséquences. Philippe, bien évidemment, comprit qu'il tenait là une nouvelle occasion de se faire du fric, et il n'en demandait pas davantage. Donc je t'invite à présent, Jérôme, à rejoindre ce pupitre pour prononcer ta leçon inaugurale que nous apprend la littérature. Et j'en profite pour remercier Sacha et Louise de leur lecture. Bonsoir à tous. Alors, je suis un peu ému parce que je n'avais pas pris la mesure d'un fait que monsieur le directeur a souligné tout à l'heure, que j'étais le premier Corse à avoir la chaire d'écriture, et je sens toute la responsabilité que ça implique. Et je suis encore plus ému que j'étais il y a 10 minutes. Voilà. Donc j'ai intitulé cette intervention « Que nous apprend la littérature ». Alors on me pardonnera parce que Jacques Bouvray s'y a consacré un très très gros livre qui s'appelle « La connaissance de l'écrivain ». Moi je vais en parler 10 minutes, ça va être un peu sommaire, mais voilà. Il y a 15 ans, j'ai lu Vie et destin de Vassili Grossman et j'ai découvert un long passage absolument inoubliable, que depuis je lis tous les ans à tous mes étudiants en ayant le sentiment de faire œuvre d'utilité publique. On y suit deux personnages, Sofia Osipovna Levington, qui est médecin dans l'armée rouge, et un petit garçon qui s'appelle David et qui passait malencontreusement ses vacances en Ukraine chez sa grand-mère à l'été 1941. On les suit depuis le convoi qui les emmène vers un camp d'extermination jusqu'à leur mort dans la chambre à gaz. Pour moi, c'est sans aucun doute le texte le plus bouleversant qu'il m'était donné de lire, parce que c'est un texte d'abord débordant d'un amour absolument inouï de l'humanité, et puis aussi parce que j'aurais juré qu'un texte pareil était impossible à écrire. Ce n'est pas de sa puissance émotive que je voudrais parler aujourd'hui, ni de la façon dont Vassili Grossman s'y prend pour réaliser un tel miracle, sans jamais sombrer dans l'obscénité, qui est quand même le risque majeur qu'on court quand on entreprend d'écrire un texte comme celui-ci. Mais une expérience de genre ne se réduit pas à la production d'affect, aussi fort soit-il, ou à la reconnaissance d'une prouesse littéraire. Il me semble qu'elle élargit aussi le champ de notre connaissance, quoique d'une façon un peu énigmatique. En tant que lecteur, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression, moi, en lisant, que mes connaissances étaient augmentées. Schopenhauer, dans le 3e livre du Monde comme volonté comme représentation, présente l'art en général et la littérature en particulier comme un mode de connaissance qu'il juge, lui, supérieur à la science, même si c'est un peu excessif. Toute œuvre réussie, dit-il, entretient un rapport avec la vérité. Elle en opère le dévoilement, non pas comme la philosophie dans le sérieux et l'abstraction du concept, mais sous la forme concrète, qu'il qualifie même d'un peu puérile, d'une image intuitive. C'est une théorie très stimulante, dont le seul défaut, comme toutes les théories esthétiques d'ailleurs, est d'être fausse, bien sûr. Alors c'est pas très grave, parce que le défaut de fausseté des théories esthétiques ne peut pas être corrigé. Le monde de l'art est trop vaste et trop divers pour se laisser assigner une fonction unique, comme le font les philosophes, ou comme ils aimaient à le faire, du moins. Mais j'aime quand même beaucoup Schopenhauer, et je le rejoins au moins sur 2 points. La littérature, du moins une certaine pratique de la littérature, n'a rien à voir avec le divertissement. Et pour moi, sa valeur réside bien en ce qu'elle nous met à sa manière et avec ses moyens en contact avec la vérité et nous apprend quelque chose que nous ne savions pas. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle nous apprend quelque chose que nous ne savions pas, et même comment est-ce possible? Comment Vassili Grossman pourrait-il nous donner à connaître, en nous montrant, ou en nous mettant plutôt sous les yeux la mort de Sofia Osipovna et de David, ce que lui-même ignore parce qu'aucun être humain ne peut le savoir. Et qu'est-ce que la fiction littéraire peut faire de plus ou de mieux que l'histoire, que la philosophie ou que les sciences sociales?
En un sens, peut-être, on pourrait soupçonner que cette soi-disant vérité dont je parlais à l'instant, que nous livrent les romans, relève davantage en réalité du simulacre ou de l'illusion. Si c'était ma conviction, je crois que je n'écrirais pas. Mais je n'ai pas de réponse et quand même, je me suis posé à chaque fois que j'abordais un thème historique ou une situation impliquant un conflit moral, par exemple, ce que j'ai beaucoup fait, la question de savoir ce qui justifiait une approche romanesque. Il y a une réponse possible, que je vais citer pour l'écarter tout de suite. On peut considérer la littérature, là encore c'est une tentation de professeur de philosophie, mais pas la mienne, comme la simple illustration d'un propos dont la nature authentique serait théorique, abstraite, conceptuelle. La fiction jouerait donc, dans ce cas-là, le rôle d'une pellicule de sucre qui enrobe l'amertume du concept comme un bonbon, afin de le rendre plus appétissant ou plus facile à avaler. Alors cette conception existe, mais je suis bien persuadé qu'elle ne peut servir qu'à produire de très très mauvais romans. Un texte littéraire qu'on peut réduire sans dommage à son contenu abstrait ou conceptuel est raté, tout simplement, et ne peut pas du tout justifier son existence. Et puis si on a une thèse à exposer, autant le faire directement plutôt que de s'embêter à inventer une histoire, des personnages, on se complique inutilement la vie. Mais plutôt que de persister moi-même dans l'abstraction, je voudrais lire un texte de Vassili Grossman, qui n'est pas un extrait de Vie et Destin, il s'agit d'un article qui a été écrit en 1943, au moment où l'armée rouge, après Stalingrad, progresse en Ukraine. Donc c'est un article, mais comme tout ce qu'écrit Vassili Grossman, c'est de la très grande littérature, et je vais vous le lire. Il n'y a pas de juifs en Ukraine. Nulle part. Poltava, Kharkov, Kremetchoug, Borispol, Yagotine, dans aucune grande ville, dans aucune des centaines de petites villes ou des milliers de villages, vous ne verrez les yeux noirs remplis de larmes des petites filles. Vous n'entendrez la voix douloureuse d'une vieille femme, vous ne verrez le visage châle d'un bébé affamé. Tout est silence, tout est paisible, tout un peuple a été sauvagement massacré. Et il n'y a plus personne à Kazari pour se plaindre, personne pour raconter, personne pour pleurer. Le silence et le cagne règnent sur les corps des morts, enterrés sous des tertres calcinés, effondrés et envahis d'herbes folles. Ce silence est plus terrible que les larmes et les malédictions. Et il m'est venu à l'esprit que de même que se tait Kazari, les Juifs se taisent dans toute l'Ukraine. Massacrer les vieillards, les artisans, les maîtres renommés pour leur savoir-faire, tailleurs, chapeliers, bottiers, étameurs, orfèvres, peintres en bâtiment, fourreurs, relieurs. Massacrer les vieux ouvriers, portefaix, charpentiers, fabricants de poêles, massacrer les amuseurs publics, les ébénistes, massacrer les porteurs d'eau, les meuniers, les boulangers, les cuisiniers, massacrer les médecins praticiens, prothésistes dentaires, chirurgiens, gynécologues, massacrer les savants en bactériologie et en biochimie, les directeurs de cliniques universitaires, les professeurs d'histoire, d'algèbre, de trigonométrie, massacrer les professeurs à titre personnel, assistants, maîtres assistants et maîtres de conférences des chaires universitaires, massacrer les ingénieurs, les architectes, massacrer les agronomes et les conseillers en agriculture, massacrer les comptables, caissiers, commanditaires, agents de fourniture, assistants de direction, secrétaires, gardiens de nuit, massacrer les maîtresses d'école, les couturières, massacrer les grands-mères qui savaient tricoter des chaussettes et cuire de délicieuses brioches, faire du bouillon et du strudel aux noix et aux pommes, massacrer les grands-mères qui n'étaient plus capables de rien du tout, qui savaient seulement aimer leurs enfants et petits-enfants, massacrer les épouses fidèles à leur mari et massacrer les femmes légères, massacrer les belles jeunes filles, les étudiantes doctes et les écolières mutines, massacrer les vilaines et les idiotes, massacrer les bossus, massacrer les chanteuses, massacrer les aveugles, massacrer les sourds-muets, massacrer les violonistes et les pianistes, massacrer les petits de 2 ans et de 3 ans, massacrer les vieux de 80 ans aux yeux ternis par la cataracte, aux doigts froids et transparents et aux voix presque inaudibles, chuchotant comme un papier blanc, massacrer enfin les nourrissons tétant avidement le sein maternel jusqu'à leur dernière minute. Ce texte, il commence par un constat, il n'y a pas de juifs en Ukraine. Et il se clôt, comme vous venez de l'entendre, sur une longue énumération. Et c'est par là, me semble-t-il, qu'il touche à la vérité et nous apprend quelque chose que nous ne pouvons pas apprendre dans un livre d'histoire, mais seulement là, et comme ça, dans un texte littéraire. L'énumération nous montre ce que signifie la proposition « il n'y a pas de juifs en Ukraine ». Elle montre plus exactement ce que cela signifie concrètement que cette proposition soit vraie. Et la signification qui est déployée ici, elle n'est pas déjà contenue dans la proposition initiale, qui semble plus inoffensive dans sa généralité abstraite. Ici, rendre concret, ce n'est pas du tout fournir une illustration. C'est bien, comme dit Schopenhauer, dévoiler et rendre visible, sensible même, une vérité cachée. Voici donc, à mon sens, le type de connaissance que peut nous offrir la littérature. Schopenhauer a bien raison de souligner qu'il s'agit d'une connaissance intuitive, mais il a bien tort de la considérer comme inférieure à la connaissance discursive.
Établir une hiérarchie n'a pas beaucoup de sens ici. Essayer de comprendre les réalités humaines aussi complètement que possible n'est, je pense, envisageable qu'en les saisissant dans la réflexion et dans l'intuition, en empruntant successivement la voie des concepts qui la rend pensable et celle de l'image qui la rend vivante. Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch ou dans Le nu de la vie de Jean Hatzfeld ne peuvent pas se substituer, et ils ne comptent pas le faire d'ailleurs, à des ouvrages d'histoire ou de géopolitique. Ils n'en ont pas la vocation, mais il me semble incontestable qu'ils apportent à propos de la guerre en Afghanistan ou du génocide des Tutsis au Rwanda des connaissances que seule la littérature peut nous offrir. J'ai commencé mon intervention en précisant que je ne m'intéressais pas à la puissance émotive du texte de Vassili Grossman, comme si les affects qu'il suscite étaient hors sujet et n'avaient rien à voir avec mon propos. Là aussi, c'est grossièrement inexact, bien sûr. Après la mort de Sofia Osipovna et David dans la chambre à gaz, on trouve dans Vie et Destin un court chapitre, tout de suite après, qui semble poser cette question. Qu'est-ce qu'on détruit quand on détruit une vie humaine? Et je vais terminer mon intervention en vous lisant une partie de la réponse que donne Vassili Grossman. Encore Vassili Grossman, donc. L'univers qui existait en l'homme a cessé d'être. Cet univers ressemblait de manière étonnante à l'autre, l'unique, celui qui existe en dehors des hommes. Cet univers ressemblait de manière étonnante à l'univers que continuent de refléter des millions de cerveaux vivants. Mais cet univers avait ceci de particulièrement étonnant qu'il y avait en lui quelque chose qui distinguait le parfum de ses fleurs, le ressac de son océan, le frémissement de ses feuilles, la couleur de ses granites, la tristesse de ses champs sous une pluie d'automne, de l'univers qui vivait et qui vit en chaque homme, et de l'univers qui existe éternellement en dehors des hommes. Son unicité et son originalité irréductible constituent l'âme d'une vie, sa liberté. Le reflet de l'univers dans la conscience d'un homme est le fondement de la force, mais la vie ne devient bonheur, liberté, valeur suprême, que lorsque l'homme existe en tant que monde, que personne, jamais, ne répétera dans l'infini des temps. Cette réponse-là, personne ne l'aurait faite spontanément, je pense. Moi, j'y aurais sans doute jamais pensé si je n'avais pas lu Grossman. Et c'est une réponse particulièrement belle, c'est une réponse particulièrement émouvante, qui ne serait, je pense, ni belle ni émouvante si elle n'était de surcroît et d'abord et avant tout vraie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Juste à côté, si tu veux bien. Merci. Et j'invite maintenant Carole Martinez, Mathilde et Mélia à nous rejoindre pour l'échange. Alors, merci beaucoup pour ce propos inaugural passionnant autour de la grande question que nous apprend la littérature, dans laquelle donc, tu as souligné, et j'ai envie de dire évidemment à la Maison des Arts et de la Création, on en est absolument convaincu que la littérature ou les arts en général ne sont pas pure illustration de concepts ou enrobage, pellicule de sucre, de l'amertume du concept, voire de l'existence. J'avais en fait une première question qui m'était venue et puis finalement j'ai envie de t'en poser une autre parce qu'il me semble que tout en les distinguant, tu traces un lien étroit entre la vérité concrète et la vérité abstraite. Et du coup, j'aimerais savoir, puisque tu es aussi enseignant en philosophie et écrivain, finalement, comment les choses te sont venues? Est-ce que c'était d'abord la philosophie, puis l'envie de raconter des histoires, les deux en même temps? C'était les deux en même temps. C'est bon, il était effectivement éteint. C'était les deux en même temps, mais pas tout à fait, parce que j'ai commencé à écrire avant d'avoir fait de la philosophie, puisqu'on n'en fait qu'en terminale. Cela dit, je savais que je voulais faire de la philosophie au bout d'une semaine de cours en terminale. Il n'y avait aucun doute pour moi. Et j'ai jamais écrit un seul texte de philosophie, en fait. Je pense que j'aime autant les deux approches, mais en tant que praticien, je suis capable d'en faire qu'une. Et c'est plutôt celle de l'intuition que celle du concept. Dans le concept, je peux l'expliquer et l'enseigner, mais pas le créer. Je crains ça.
Merci pour cette première réponse. Ma première question concerne la rencontre de vos deux univers, qui, en apparence, tout oppose vos écritures et vos deux univers, tandis que vous, Carole Martinez, vous vous tournez vers le merveilleux et le conte. Votre écriture, Jérôme Ferrari, donne à voir une violence assez crue, sans filtre, souvent teintée d'un cynisme et d'un sarcasme qui nous a interpellés. Et pourtant, à y regarder de plus près, vos univers se rejoignent. Carole Martinez, vos contes sont empreints d'une certaine violence. Jérôme Ferrari, votre violence se teinte de contes et de spiritualité, notamment dans votre dernier ouvrage Nord Sentinelle, il est sous-titré Contes de l'indigène et du voyageur. J'aimerais donc vous demander, selon vous, est-ce l'un des rôles de la littérature que de dire ou d'exprimer la violence de façon contée ou merveilleuse ? Moi, il me semble que les contes sont très cruels et très, très durs et très monstrueux. On n'a pas un beau conte si on n'a pas de la cruauté. Je vois pas les contes comme quelque chose d'idéal, de bienfaisant et je trouve qu'au contraire, c'est terrifiant un conte. Donc voilà, je pense pas que je comprends pas bien en fait le fait de mettre les contes d'un côté et la cruauté de l'autre. Je pense que c'est tout associé et que les contes, c'est avant tout une tradition orale très ancienne qui porte toute la peur, l'angoisse, l'abominable humanité aussi, donc et qui est juste archaïque pour moi. Donc je vois pas bien le... Alors, moi, je répugne toujours un peu à assigner une fonction générale à la littérature, parce que je pense qu'il y a des tas de manières d'en faire et de faire des choses extrêmement différentes. Bon, je tiens à préciser que je ne me sens pas tellement cynique, moi, en ce qui me concerne, mais bon, si je suis le seul à être de cet avis, tant pis, mais je m'y ferai. Mais moi, évidemment, ce qui m'intéresse dans la littérature, enfin, c'est qu'elle doit être une manière de montrer la réalité. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je comprends bien qu'on puisse faire d'autres types de littérature, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Et de fait, la violence et la cruauté sont une part qui me paraît assez essentielle de la réalité. Et Carole a raison, l'opposition, elle se fait pas, elle n'est pas si évidente que ça, parce qu'un conte est extrêmement cruel. On raconte quand même aux enfants des histoires dans lesquelles des parents abandonnent des enfants dans des forêts en hiver dans le but de s'en débarrasser, hein, ce qui est quand même pas, ce qui est assez violent. Moi, j'en ai des souvenirs d'enfance assez traumatisants de ces histoires-là. Après, la question, ici, c'est celle de l'adaptation de la forme à ce qu'on veut dire. Et j'aime pas parler comme ça parce que ça donne l'impression qu'il y a le fond et la forme d'un côté, ce qui est absolument faux. Moi, j'ai, pour la première fois, essayé de prendre un peu la forme et la syntaxe ou la sémantique du conte dans le dernier roman que j'ai publié. Et parce que c'était pour moi cette fois-là la manière adaptée à mon propos. C'était pas du tout un exercice de style non plus. Ok, merci. J'aimerais à présent vous interroger peut-être sur votre rapport à l'altérité, comme c'est l'un de vos sujets d'atelier au sein du centre de rhétorique de Sciences Po, et questionner la frontière qui peut exister entre vous et vos personnages. Parce que Carole Martinez, dans votre propos inaugural du semestre précédent, vous déclariez, je vous cite, « L'écriture nous donne accès à l'autre entre nous. Oui, soudain, il me semble que c'est l'autre qui s'exprime à travers moi, dans le blanc de l'écran ou de la feuille. » Jérôme Ferrari, quant à vous, vous dites dans une émission qu'on a pu écouter, radio, « Écrire un roman est une manière d'échapper à soi et d'accéder à l'altérité. Le plaisir de l'écriture est là. » Et on se demandait qu'est-ce que cet autre en soi,
L'écriture est-elle une forme pour vous d'accéder à cette altérité, et comment vous y parvenez, et pourquoi aussi? Bon, il me semble que... Alors après, il y a plein de façons d'aborder la littérature. C'est ce que tu disais. Moi, je suis pas du tout dans la philosophie, puisque j'ai fui la philosophie dès le premier cours de philosophie en terminale, alors que je l'attendais avec une impatience folle. Et le prof est arrivé en disant: l'humanité est un charnier. Et j'ai pas eu de chance sur ah non, mais c'était l'horreur. Donc après, j'ai séché tous les cours de philo. Non, c'était trop triste. Et donc, il y a quelque chose qui résiste là-dedans. L'accès à l'autre en écrivant et en lisant, c'est quelque chose qui me fascine. J'ai découvert ça, tu parlais de Faulkner tout à l'heure, en lisant, c'est bête, hein, Le bruit et la fureur. Parce qu'en lisant Le bruit et la fureur, j'ai eu la sensation d'accéder, peut-être je l'avais déjà fait avant, mais je m'en étais pas aperçue en lisant, parce que je lisais énormément, mais là j'ai eu la sensation d'accéder à un autre, à un frère, et puis à un deuxième, puis à un troisième, à toutes ces voix qui tournaient comme ça, et que nous donnait William Faulkner. Et je trouvais ça absolument fabuleux qu'il ait tenté, parce que c'est impossible, d'entrer dans des pensées comme ça, et de nous en offrir un millefeuille, toujours différent. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux à partir de ce moment-là. Quand on écrit, on peut se permettre d'accéder à la pensée d'un autre. Et moi, je faisais du théâtre à l'époque. Alors, mon objectif, c'était quand même d'essayer d'être un autre, une autre, sur scène. Et d'utiliser ce que j'étais dans ma vie, et mes sensations, et mes émotions, et tout ce que je vivais, et de les utiliser en étant une autre. Donc en étant Marat, en étant Juliette, voilà, j'essayais d'utiliser. Et je me rendais compte qu'en fait, en littérature, dans un roman, il y avait quelque chose de cet ordre, de ce que je cherchais à faire de façon absolument tâtonnante, en devenant un autre sur scène, complètement imbécile. Je veux dire, j'aurais été incapable d'ailleurs. Et ça, c'est complètement fou, parce que déjà, il faut essayer de comprendre finalement sa propre pensée. Essayer de choper une pensée, sa propre pensée, c'est très difficile, parce que dès qu'on se met à l'observer, c'est plus vraiment sa pensée. Ça devient un truc trop particulier, qui est plus du tout... mais on essaye. Et puis, accéder à la pensée d'un autre, en y mettant un peu de soi, forcément, puisque c'est ce qu'on est, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui commence à se mêler, à se métisser, et de façon étrange, par l'écriture, on a un peu cette sensation. On a un peu cette sensation, par l'écriture, dans le jaillissement, d'ailleurs, de l'écriture. Après, il y a tout un retravail, mais dans le jaillissement, on a la sensation d'accéder à quelque chose de l'autre. Alors après, évidemment que moi, j'embête les autres sans arrêt, parce que je leur pose des tonnes de questions intimes, des tas de choses pour essayer d'accéder à eux, de les toucher, mais peut-être que tout ça n'est qu'illusion. Mais en tout cas, c'est génial d'essayer de faire ça. Et ce qui est fantastique, c'est quand après, les autres, ceux qui lisent, ils créent comme ce que j'ai fait en fait en écrivant, avec eux-mêmes et avec mes mots et avec leurs sensations et tout, ils créent l'autre qu'ils sont en train de lire. Donc oui, c'est un accès. Ça impose un pas de côté avec sa propre sensibilité. Et c'est ce que je trouve très beau dans la littérature. Mais voilà, je suis loin de la philosophie. Hein. T'as vu ? Carole vient de nous montrer, de nous prouver de manière irréfutable que le prof de philo de terminale, c'est important quand même. Hein. Voilà.
Je suis vraiment désolé. Voilà. Je m'excuse au nom de la confrérie. Okay. Oui, moi, en tant que... je suis évidemment là entièrement d'accord. Je ne vais pas rajouter ce qu'a dit Carole ou le répéter, mais moi, même en tant que lecteur, une des choses qu'apprend la littérature, c'est ça pour moi. C'est un élargissement de perspective absolument considérable au départ, et la possibilité d'adopter sérieusement des points de vue auxquels on n'aurait jamais pensé. Je parle en tant que lecteur. C'est pour ça que je trouve ça très très triste quand j'entends des gens dire qu'ils ont aimé un texte parce qu'ils y retrouvaient de leur intimité ou ou je sais pas ou leur centre d'intérêt. C'est justement de faire un peu d'expérience de l'autre. J'ai proposé l'atelier sur l'altérité parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental dans le rapport qu'on a à la littérature, que ce soit en tant que lecteur déjà, et aussi quand on écrit soi-même des textes, parce qu'effectivement, il faut essayer de réaliser une tâche qui est par définition impossible, c'est de se mettre à la place de l'autre, et on peut pas abandonner ce qu'on est soi-même, c'est comme une espèce de visée limite qu'on a, et sans laquelle le roman, il n'y a pas de roman en fait. Et donc oui. Après, je rajouterai rien à ce qu'a dit Carole parce que je suis entièrement d'accord là-dessus, bien sûr. Attends, mais j'ai juste un truc. En fait, j'ai compris grâce au roman et grâce à cette histoire d'être l'autre, j'ai compris enfin, mais très tardivement, j'ai compris la dissertation. Non, mais ça paraît idiot, mais peut-être que je me trompe, tu vas me dire. Ah, non. Mais en fait, la dissertation, c'est ça. C'est en fait, à un moment donné, adopter le point de vue de l'autre. C'est ça, non ? Oui, et d'un autre désagréable parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais oui, parce qu'il n'est pas d'accord. Et ça, je trouve ça génial, mais on ne l'enseigne pas comme ça. Et je trouve ça fantastique que la dissertation, ça soit quelque chose qui te permette d'être l'autre. D'être l'autre, de trouver les arguments de l'autre, de devenir l'autre et contre toi et de dialoguer avec l'autre. Moi, je trouve ça... mais si on m'avait enseigné la dissertation comme ça... Oui. Mais c'est ça. C'était trop conceptuel. Bon, de toute façon, ça devient bien dérisoire si l'humanité est réellement un charnier. À présent, vous parliez de l'alliance de la forme et du fond tout à l'heure, et justement j'aimerais vous parler de la forme et vous interroger sur vos styles d'écriture. Jérôme Ferrari, vous avez des phrases assez longues, sinueuses et ciselées, tandis que vous, Carole Martinez, on retrouve un style oral, vif et imagé, caractéristique du conte. Et vous portez tous deux une attention particulière au rythme. Et je voulais savoir un peu comment vous décririez votre travail avec les mots et comment vous fabriquiez justement vos phrases. Oui, alors je vais commencer. C'est très très général les phrases longues en fait, parce qu'il y a plein de types de phrases longues différentes. Je sais pas, je fais des phrases très longues, mais souvent, en fait, c'est pour des considérations justement qui sont purement rythmiques. Et dans certains passages, si vous voulez mettre des points à la place de la virgule, ça marche bien. C'est moi qui n'ai pas mis de points parce qu'il me semble que la phrase impose une forme de souffle et qu'elle laisse pas respirer vraiment le lecteur. Après, il y a d'autres types de phrases longues, comme le fait Thomas Bernard, où on ne peut pas mettre des points partout parce que c'est quelque chose qui tourne en rond, qui rumine, qui est syntaxiquement plus compliqué et qui n'est pas aussi parataxique que moi ce que je faisais moi. Dans Noir Sentinelle, on ne peut pas le faire parce que c'est aussi une rumination et c'est pas et donc à chaque fois, c'est encore une fois pas un artifice formel pour moi, mais c'est quelque chose qui va avec le fond de ce qui est dit et qui lui convient. Voilà. Et pour moi, quand j'ai fait un texte, je finis la ponctuation en le lisant à haute voix tout le temps pour voir à quel moment j'aurais envie qu'on s'arrête. Alors évidemment, c'est un exercice un peu vain parce que je vends pas le roman avec un mode d'emploi sur la manière dont il convient de le lire. Mais moi, c'est ça qui va me décider à mettre une virgule ou un point et uniquement des considérations rythmiques de ce genre-là. Après, moi, là, quand j'étais plus jeune, j'écrivais assez vite et puis je revenais sur ce que je faisais. Maintenant, je fais plus ça. Et donc, j'écris plus lentement et de manière, comment dire,
très très nettement plus laborieuse. Ça commence à devenir pénible même, mais parce que je peux pas continuer à écrire et revenir après. Il faut que la phrase me convienne au moment où je suis en train de l'écrire. Et bah oui, c'est pour ça que je fais des livres courts, parce qu'il me faut du temps. Voilà. Nord Sentinelle, c'est 140 pages en 6 ans, c'est quand même pas un rythme de pages à la semaine qui est particulièrement remarquable. Mais pourtant, j'ai travaillé. Sur la lenteur, je crois qu'on est un peu à égalité. C'est pas. Voilà, j'ai 5 romans à mon actif en 20 ans et j'avais mis 15 ans à écrire le premier, donc c'est pas non plus. J'ai pas non plus une grande vivacité de ce point de vue-là. En fait, c'est très compliqué parce que j'ai un peu la sensation que la façon dont on écrit, c'est organique, quoi. C'est lié à notre souffle, peut-être à notre rythme cardiaque, peut-être à notre oreille interne ou externe, mais il y a quelque chose qui me paraît être là en premier dans le style. C'est comme une chair du texte, vraiment. C'est un truc, ça me paraît compliqué de modifier son style de base, quoi. Je sais pas, je me demande même si ça vient pas très tôt. Et enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a eu des études là-dessus sur l'évolution des styles. C'est d'ailleurs assez joli de voir qu'avec le temps, t'as quelque chose qui change dans ta façon de réaliser tes phrases. Est-ce que c'est parce que on vieillit ? Je pense, oui. C'est ça qui est fou, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la vie du corps dans notre façon d'élaborer des phrases, d'utiliser les mots. Alors comme toi, j'ai besoin de m'écouter, mais en plus moi je suis casse-pied parce que c'est au moment où j'écris que je parle. Donc je peux pas. J'ai toujours cassé les pieds aux gens qui étaient à côté de moi en cours quand il y avait des devoirs sur table, parce qu'en fait j'avais besoin de parler mes devoirs. Donc je parlais mes devoirs, donc j'avais droit à des coups de coude, mais je trouve qu'on entend mieux en fait et ça circule mieux en fait le texte quand on le parle à voix haute. Et il y a quelque chose entre la voix intérieure, la voix extérieure, la main, l'écriture. Enfin voilà, pour moi tout ça c'est extrêmement lié. Alors après, ça n'empêche pas de retravailler derrière, hein, bien sûr, d'être dans cette relation physique à l'écriture. Mais j'aime ça, quoi. J'aime ce qui teinte et ce qui pèse et ce qui goûte en fait dans nos phrases et dans ce qu'on réalise. Et ce que je trouve génial, c'est que les magnifiques phrases longues de Jérôme, elles ont une sorte de fluidité qui est folle, quoi. Et ça, c'est magnifique. Merci, parce que c'est pas la fluidité de la manière dont elles sont écrites, hein, ça c'est sûr. Ah bah, ça se sent pas. Non, mais ça se sent pas du tout. Une dernière question qui fera lien avec les prochaines questions de Mélia qui porteront sur la temporalité. En lisant votre œuvre, notamment dans À son image, Jérôme Ferrari, on retrouve une structure narrative qui m'a personnellement un peu surprise, avec beaucoup d'allers-retours entre le présent et le passé, mais aussi des bonds dans d'autres périodes historiques et aussi dans des lieux différents au sein d'un même chapitre. Et donc, ça a un peu déstabilisé mes habitudes. Et donc, je m'interrogeais un peu sur la manière dont un auteur et une auteure conçoivent leur structure narrative de leurs livres. Donc, tous deux, de quelle manière construisez-vous vos récits et à quoi est attentif quand on écrit une histoire et un récit ? Alors... moi, j'ai une contrainte de fait, c'est que c'est comme ça. Dans tous les romans que j'ai écrits, d'ailleurs, j'ai commencé par écrire des nouvelles, c'est sans doute ça. Et ils sont composés de plusieurs structures, de plusieurs fils narratifs. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs, je sais lesquels.
mais je ne peux donc pas me lancer dans l'écriture du roman sans savoir avant comment ils vont être agencés entre eux. Et donc j'ai vraiment besoin d'avoir une période avant l'écriture qui est absolument consacrée à cette histoire de composition. Voilà. Évidemment, ça ne dit rien après du contenu du texte, etc. Mais j'ai besoin d'une structure, d'une forme de squelette qui est pas un squelette, hein, qui est vraiment un agencement de motifs dont je sais où ils vont se placer les uns par rapport aux autres. Et une des choses que peut faire un texte à laquelle je suis très très sensible, c'est justement de mettre en connexion des éléments différents qui vont prendre sens non seulement en eux-mêmes, mais aussi grâce à l'élément auquel ils sont juxtaposés, et comme si le texte organisait et mettait en place une chronologie qui lui est propre et qui n'est pas celle du temps linéaire. Voilà. Et donc ça pour moi c'est absolument c'est fondamental, hein, et ces connexions, ça c'est une manière une autre manière de répondre à la question que nous apprend la littérature, hein, c'est sans doute de faire apercevoir des connexions qu'on n'aurait pas vues. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup juste rapidement, quand j'avais lu La Route des Flandres de Claude Simon, j'avais été assez stupéfié par la troisième partie, parce que moi, c'était la première fois que je lisais un texte érotique qui me paraissait réussi. En général, je les trouve ou vulgaires ou niais, ou les deux. Et là, non. Et je l'ai bien relu, là, et on passe sans cesse de la chambre d'hôtel où il y a Georges et Corinne à des champs de prisonniers, à un pré où sont faits prisonniers les soldats français par les Allemands, à une ferme dans laquelle le régiment de Georges est en 40. Et on passe, comme toujours chez Claude Simon, grâce à un motif qui est un motif organique d'un corps de femme qui est comparé à un motif végétal de quelque chose qui est dans le champ. Et je crois que c'est ça qui marche, en fait. Et c'est de faire apparaître dans le tissu du monde des connexions auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui sont bien autre chose que des connexions faites pour faire joli, hein. C'est des connexions de choses qui rendent, qui donnent un sens nouveau et inaperçu jusque-là à la réalité, et qui ne sont pas simplement plaqués dessus. Mais ça, d'après toi, c'est composé avant, ou ça arrive au moment de l'écriture? Je sais pas, mais je crois que Claude Simon, c'était un maniaque qui composait tout. Je pense que tout est composé avant. Je crois, hein, qu'il avait je crois qu'il avait même pas des brouillons, il avait des espèces de feuilles énormes avec des motifs. De toute façon, c'est assez difficile de compter sur le hasard pour passer via, je sais pas moi, un motif de rideau ou la texture d'un brin d'herbe. Enfin voilà, je pense que le moment où il y a la connexion qui fait passer d'un espace à un autre espace et d'un temps à un autre temps, je crois que ça s'il arrive à faire ça spontanément, bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Claude Simon, mais là, ce serait du miracle, et je crois qu'il faisait pas ça. Non, mais je veux dire, ça peut apparaître au moment de l'écriture, et après, tu le composes, non, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il y a des choses qui apparaissent, s'il n'y avait pas des choses qui apparaissaient au moment de l'écriture, ce serait un peu ennuyeux, bien sûr, hein. Mais ça, ce qui relève de l'agencement, je pense que ça doit être, en tout cas, moi, ça doit être fait avant. Voilà. Alors, moi, j'aime... donc, avant tout, je raconte une histoire, hein, à l'oral, et puis une fois que je l'ai racontée pendant je ne sais pas combien de temps, je me mets à l'écrire. Mais je ne sais pas du tout, justement, quelle forme va prendre cette histoire que j'ai racontée de façon linéaire. Donc, je me pose la question de qui va la prendre en charge, comment, à quel moment, est-ce qu'il va y avoir des sauts dans le temps, dans l'espace, dans les voix, bien sûr. Mais j'avoue qu'il y a certaines choses que je décide au début de l'écriture et d'autres que je découvre à mesure que j'écris. Donc, j'ai pas la sensation que... J'ai pas de plan, j'ai pas une composition très nette avant de me mettre à travailler. Mais comme je suis très très lente, je mets 4 ans, 5 ans à écrire un roman. Comme je suis très très lente, en fait, les choses se font
à mesure que ça s'organise, à mesure que j'écris, en fait. Et à la fin, j'ai un plan. C'est bête, hein, mais j'ai un plan pour pouvoir terminer. Quand je vois l'autre rive, là, j'ai un plan. C'est bon. Mais avant, les choses sont... Mais c'est parce que, sans doute aussi, j'ai pas envie de tout savoir. Voilà. J'ai pas envie de tout savoir. J'ai envie d'être surprise. J'ai envie... C'est ça qui me plaît tellement aussi dans le fait d'écrire et dans l'autre... qui est là et qui est en moi aussi, hein. Bon, c'est qui me surprend. C'est qu'en fait, non, tout d'un coup, il tue son père. Je l'avais pas prévu. Merde, je vais faire comment avec ça alors maintenant? Mais c'est juste. Enfin, ça me paraît comme il me paraît juste. Je le garde et je continue à élaborer après avec ce qu'a fait le personnage. C'est sûr qu'il ne prend pas vie, qu'il n'est pas à mes côtés en existant vraiment, mais voilà quoi, à force, il prend de l'épaisseur, à force de le penser, de le vivre, de l'écrire, il commence à acquérir une épaisseur. Et même si j'avais décidé quelque chose dans la composition ou dans l'histoire, non, il ne peut plus faire ça. Et ça peut plus se passer comme ça. Et je suis obligée de changer de voie. Et je suis obligée d'aller ailleurs. Voilà. Et des fois, c'est désespérant, hein, parce que je peux vouloir écrire un roman contemporain et je me retrouve au XIIe siècle avec une recluse. C'est désespérant. Et elle n'était pas du tout censée avoir le premier plan. Elle était censée être juste un chapitre. Donc voilà. Mais c'est ça que j'aime aussi. C'est idiot, mais c'est cette aventure-là. Et je veux que ça reste une aventure. Alors maintenant, je leur présente 2 questions qui portent sur la temporalité et les lieux qui revêtent pour chacun d'entre vous une importance particulière. Dans vos récits, il y a ce qui demeure et ce qui disparaît. L'image vous est chère à tous deux, car elle fait demeurer un moment qui a déjà disparu. Vous, Carole Martinez, avez notamment fait travailler les étudiants du précédent semestre en les invitant à écrire à partir d'une image de leur choix. Vous, Jérôme Ferrari, dans le Serment de la chute de Rome, vous vous attardez sur une photo, un portrait. Comme les extraits lus à voix haute par Sacha et Louise qui en attestent, vous portez également cette réflexion sur l'image et sur son ambivalence entre éphémère et éternité dans votre roman. Et également dans votre propos inaugural, vous avez qualifié que l'image rendait la réalité vivante. Donc selon vous, la littérature est-elle, à l'instar de la photographie, une esquive à la finitude absolue des mondes ? Non. Et surtout, là, moi, il me semble que la photographie, c'est... parce qu'il y a des choses qui sont dans le roman que je pense, hein, aussi, d'un point de vue... c'est ce statut très, très particulier de la photographie, c'est ça, c'est cette ambivalence qui est de fixer un moment, mais de le fixer en tant que moment qui a disparu et qui reviendra pas. Pour moi, la photographie, c'est pas la fin de la finitude, c'est la preuve. c'est la preuve. Et je suis pas sûr que il y ait grand chose à faire pour lutter contre ça, même si ce que je crois pas d'ailleurs que si tout passe, il y a des choses simplement qui passent un peu moins vite il y a des choses qui passent un peu moins vite que les autres, c'est tout. Et donc si je devais penser que le roman avait cette force-là, mais je trouve que on donne trop de pouvoir à la littérature parfois, et elle n'a pas besoin qu'on lui fasse tant d'honneur pour justifier son existence. Rendre compte à sa façon de la réalité du monde, moi ça me paraît déjà pas mal, même si c'est pour pas durer très longtemps. Non, c'était chouette. J'ai fait travailler les étudiants sur une photo. Donc une photo qui avait de l'importance pour eux. Une photo qu'ils considéraient comme fondamentale, fondatrice, quelque chose, pas forcément une photo d'eux, ça pouvait être un paysage, ça pouvait être n'importe quoi, et je leur ai dans un premier temps demandé de me raconter cette photo, ce qu'elle représentait pour eux, où elle était aujourd'hui,
et de me la décrire, de me décrire ce qu'il y avait sur la photo à la première personne. Donc c'était eux, c'était quelque chose de très autobiographique en fait, hein, c'était eux. Et puis dans un deuxième temps, après je leur ai demandé d'entrer dans la photo au moment où la photo était prise, donc au temps de la photo, et de prendre un autre narrateur qu'eux. Donc ça pouvait être, donc ils sont devenus leur mère à 16 ans, ils sont devenus le photographe, ils sont devenus le lac, ils sont devenus... et donc ils ont un peu touché à la fiction en partant de quelque chose d'autobiographique. Et après je leur ai dit, bah, maintenant cette photo, on la retrouve dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Qui la retrouve, dans quelles conditions, comment est le monde à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle représente pour les gens de cette époque-là. Voilà, et donc il fallait partir dans quelque chose qui était totalement de l'ordre de la fiction. Il me semble que, oui, comme tu dis, c'était assez triste et joli à la fois. Dans 100 ans, dans 1000 ans, j'ai eu que des espaces détruits, avec cette photo abîmée, retrouvée, coupée en 4, avec des tas enfin, quelque chose de... Ça a existé, mais c'est mort, c'est fini, quoi. Ça n'existe plus. C'était... d'ailleurs, j'ai pas eu, de la part des étudiants, j'ai pas eu un seul texte qui nous montrait un avenir positif. Mais pas un. Et toutes ces photos étaient dans une nostalgie, mais absolument dingue. C'était donc bon. Je sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs, mais ça m'a. L'histoire de photos, j'ai trouvé ça. À présent, vos récits prennent place dans des lieux et des territoires qui, bien plus qu'un simple décor, nous dévoilent leur histoire et sont donc partie prenante de vos récits. Y a-t-il des lieux à soi, ou plutôt à vous, qui vous permettent d'écrire ces récits, justement ? Bah oui, il y en a un, notamment, moi, c'est la Corse. Voilà, et même pas de manière abstraite. Hein, moi, je trouve que la Corse avait quelque chose à offrir de particulièrement intéressant, mais je pense objectivement, hein, au niveau de la fiction littéraire, et qu'elle peut être un terrain fécond pour ça. Moi, j'ai pas grandi en Corse, hein. Je suis allé m'installer en Corse quand j'avais 20 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne, et simplement je retournais au village à toutes les vacances scolaires. C'est-à-dire toutes, hein. Vraiment tout l'hiver, l'été, tout le temps. Et je me rappelle qu'on parlait d'altérité tout à l'heure, hein, ce qui m'avait vraiment sauté aux yeux et qui est vrai, c'est qu'il me semblait qu'au village, mon village c'est pas grand, hein, c'est Fozzano, c'est à côté de Propriano, c'est vraiment tout petit. Et il y avait pourtant une espèce de diversité sociologique au village qu'on retrouvait pas là où j'habitais, parce que les gens se retrouvaient là et avec pour seul point commun, mais point commun fondamental, c'est qu'ils étaient du village. Et donc j'étais rapidement avec, je sais pas moi, l'été au bar du village, il y avait 2 repris justice, un agrégé d'italien, un magistrat, 2 avocats, un berger, donc des gens qui normalement ne se seraient jamais retrouvés ou de manière non artificielle dans un espace commun. Et là aussi, pour moi, c'était une espèce d'élargissement considérable de mon horizon. Et c'est quand même bizarre, hein, et réel, hein, de supposer que son horizon, il est considérablement élargi dans un village où il y a 150 habitants l'hiver. Et encore, à l'époque, maintenant, et ça, c'était très important pour moi. Et puis, il y avait plein d'autres choses. Moi, quand j'ai grandi à peu près au moment où le mouvement nationaliste commençait à commencer son histoire, au moment du début de la violence politique, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça, sans compter que Fozzano, c'est le village dans lequel Prosper Mérimée a rencontré Colomba, donc j'avais
en question comment dire, fiction, j'avais de quoi faire. Si on ajoute à ça, en plus, qu'avec toutes ces thématiques mythiques, les vieux bandits d'honneur et la violence politique contemporaine, on est aussi un super laboratoire des évolutions du tourisme. Il y avait beaucoup de choses quand même. Voilà. Et il y a toujours beaucoup de choses. Moi, malheureusement, j'ai pas de lieu. J'aimerais bien faire partie d'une communauté mais il me semble que j'ai pas de lieu. Donc je sais pas. Des lieux, je les invente. En fait, je me documente, je les invente, j'y vais même pas forcément. Hein. Là, j'ai changé un peu et je me suis déplacée. Mais en général, voilà, j'invente les lieux. Je dirais que mon lieu, c'est ma chambre de bonne. Voilà. C'est idiot, hein, mais bon, voilà, c'était la loge de concierge de ma grand-mère et que, en fait, mon lieu, c'est un petit lieu. C'est un petit lieu et de là, j'essaye de m'échapper. Je fais ce que je peux, j'écris. C'est passé très très vite. Merci beaucoup pour vos réponses généreuses et passionnantes. Peut-être qu'il y a quelques questions du public qu'on peut entendre pour quelques minutes. Bonjour, donc j'aurais 2 questions. Je vais commencer par la première qui serait beaucoup plus philosophique. Martin Heidegger, dans une conférence en 1951, a posé la question « À quoi bon des poètes en temps de détresse ?» Et donc moi, je voudrais vous poser la question « À quoi bon des écrivains en temps de détresse ?» Et ma seconde question, ce serait comment avoir le courage d'écrire sa vulnérabilité. Voilà, merci. Ah, ce à quoi bon, là. Je vais laisser à Carole le soin de répondre. Tiens. À la quoi bon, ouais, à la quoi bon, ouais. À la quoi bon, moi je veux bien répondre à la vulnérabilité. Ah oui, moi je veux. Carole répond à la vulnérabilité pendant que je réfléchis à la quoi bon. Réfléchis à la quoi bon, et moi je réponds à la vulnérabilité. Je crois que justement, en fait, enfin, il me semble quasiment qu'on fait que ça, quoi. On écrit notre vulnérabilité. Et c'est toujours très inquiétant. Et c'est extraordinaire parce que quand on écrit, même si on est seul au moment de l'écriture et si on est seul face à sa page, mais putain, qu'est-ce qu'on est vulnérable alors qu'en fait, on est seul. On devrait être tranquille, on devrait se dire, on s'en fiche, personne ne va voir ce qu'on est en train d'écrire. Et je crois que, pas seulement moi, on se retrouve dans cette situation quasiment tous quand on se met à écrire, dans cette situation de vulnérabilité. Et donc, oui, on écrit avec la vulnérabilité, on écrit notre vulnérabilité. Je pense que c'est un peu compliqué d'écrire même autre chose. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'Heidegger doit répondre qu'en temps de détresse, il importe d'avoir les poètes pour recueillir l'appel de lettres. Enfin, je suppose, un truc de ce genre-là. Bon, je suis un peu, on va être un peu plus, un peu moins métaphysique. Donc, mais je vais peut-être me répéter un peu, mais je pense que la représentation littéraire de la réalité, elle vaut en elle-même. Et puis moi, ces dernières années, enfin ces dernières décennies même, je trouve qu'il y a une fonction importante, c'est de perpétuer un certain usage de la langue, en fait, qui me paraît même, dont il me paraît important qu'il ne disparaisse pas. Et conserver un usage de la langue qui, je pense, a le type de rapport à la vérité dont je parlais tout à l'heure, et qui soit pas un usage managérial ou marketing de la langue. Et pour que continue à exister cette pratique-là, il faut qu'il y ait encore des romans. Et pour moi, ça répond déjà pas mal à quoi bon. C'est déjà pas mal, ça. Et puis, justement, on parlait de l'IA tout à l'heure. Mais mon Dieu, que les poètes existent encore et toujours, enfin, je veux dire, c'est tellement, ça me paraît tellement nécessaire et magnifique. Et puisque c'est aussi
une façon de communiquer entre nous, la poésie. Donc, en temps de détresse. Alors, je crois malheureusement qu'on va devoir arrêter, mais vous allez avoir la possibilité éventuellement de poursuivre ce dialogue en bas, parce qu'on vous invite à une dédicace avec Jérôme Ferrari. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Immense merci. Merci beaucoup. Un immense merci, Jérôme, Carole, Mélia, Mathilde, pour cet échange passionnant, et à tout de suite pour la dédicace.